Nous restons dans le domaine de l'endoscopie interventionnelle. Et non, il est là. Et donc, j'appelle le professeur Enrique Pérez Cuadrado, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui va nous parler des avancées récentes dans la création d'anastomose de l'appareil digestif et biliopancréatique par écho-endoscopie. Encore un chapitre très innovant et très intéressant. Merci. Bon, merci beaucoup pour m'avoir invité. Donc, l'écho-endoscopie thérapeutique représente aujourd'hui un ensemble de techniques qui sont en vrai très variées pour des indications qui sont aussi diverses et qui viennent d'un besoin. Et ces besoins, à la fois, c'est représenté par deux entités ou deux maladies, dont la chirurgie bariatrique, qui est une intervention, comme vous le savez, qui est de plus en plus répandue, et l'incidence du cancer du pancréas, et pour lesquelles l'endoscopie conventionnelle thérapeutique et les techniques existantes, parfois, ne sont pas tout à fait adaptées à cette réalité. Donc les possibilités endoscopiques interventionnelles et conventionnelles sont pourtant un peu limitées quand il y a une occlusion tumorale biliaire qui est complexe, une occlusion digestive pour laquelle parfois les solutions qu'on dispose aujourd'hui ne sont pas tout à fait optimales, ou une anatomie post-chirurgicale, que c'est une situation pour laquelle on doit faire face de plus en plus souvent. L'écho-endoscopie thérapeutique à ce niveau-là permet la création des anastomoses digestives ou biliodigestives, dont la création des drainages extra-anatomiques, soit pour pouvoir accéder dans un deuxième temps à la voie biliaire ou à une autre cavité digestive, soit pour donner immédiatement une solution à une problématique d'occlusion biliaire ou d'occlusion digestive. Ici, vous pouvez voir des exemples variés pour voir un tout petit peu à quoi ça consiste cette technique et les patients qui pourraient bénéficier de cette modalité, que c'est une nouvelle discipline quasiment dans l'écho-endoscopie. Donc on peut voir à gauche l'occlusion biliaire complexe pour laquelle on ne peut pas donner une réponse par voie rétrograde, soit parce que c'est un échec de cathétérisme rétrograde, parce qu'il y a une anatomie modifiée qui fait qu'on ne peut pas accéder par voie naturelle, ou parce que le cathétérisme rétrograde n'est pas optimal ou suffisant pour un drainage biliaire adapté. Et donc à ce moment-là, on dispose des techniques d'anastomotique dont la cholédochodonostomie et l'hépaticogastrostomie. De la même manière, pour les occlusions digestives, quasiment dans tous les cas d'origine tumorale, pour lesquelles jusqu'aujourd'hui, sur le plan endoscopique, on avait la prothèse duodénale comme la technique initiale pour ces patients, on dispose aussi de la création d'anastomoses aux dérivations gastro-jejunales par voie endoscopique, et aussi pour d'autres situations un peu plus complexes, dont les patients avec une récidive loco-régionale, ayant un antécédent de DPC, etc. Après, il y a des situations qui sont un tout petit peu moins fréquentes, dont la cholestite aiguë et non chirurgicale, bien entendu, pour laquelle parfois on peut aussi proposer un drainage par voie endoscopique. Une situation pour laquelle on doit faire face aussi très souvent, dont les complications liées au bypass, notamment la lithiase de la voie biliaire principale, pour laquelle on a plusieurs solutions possibles et on a parfois du mal à accéder à cette voie biliaire. Et donc aujourd'hui aussi, on peut proposer l'anastomose gastro-gastrique pour ces patients, ici dans l'image centrale, afin de pouvoir accéder à la voie biliaire. Donc il y a deux groupes d'anastomoses digestives, les anastomoses biliodigestives, toujours par voie endoscopique, ou les anastomoses qui sont purement digestives, on va dire non biliaires. Pour les anastomoses biliodigestives, principalement, on dispose de la cholédochodonostomie et l'hépaticogastrostomie, qui est une technique, qui sont deux techniques en fait qui se réalisent depuis beaucoup plus longtemps que les anastomoses digestives, et pour lesquelles la différence est qu'on a des prothèses et des dispositifs qui sont de plus en plus développés et de plus en plus dédiés à la création de cette anastomose, toujours par voie écho-endoscopique. Donc ici, comme vous pouvez voir, l'anastomose cholédocobulbaire qui consiste à la création d'un passage entre la voie biliaire principale et les bulles duodénales, de la même manière que l'hépaticogastrostomie qui s'est fait par voie transhépatique, mais cette fois-ci endoscopique et non percutanée. Il y a toute une discussion par rapport aux avantages théoriques et aux avantages finalement cliniques du drainage biliopancréatique par rapport à d'autres techniques qui existent aussi, dont les drainages percutanés. C'est vrai que dans la littérature, il y a très peu d'études prospectives ou randomisées qui comparent en fait tout l'ensemble des techniques. Même dans l'endoscopie interventionnelle, ce n'est pas non plus très clair parfois dans les études si c'est la cholédochodonostomie ou l'hépaticogastrostomie la technique à privilégier. Et
Et ce qui est certain, c'est que dans les études qui ont comparé l'abord percutané ou l'abord endoscopique, le succès technique et clinique est tout à fait comparable, est très élevé, de la même manière que les complications, et qui sont très variées en fonction des études, parce qu'assez souvent ce sont des études rétrospectives, mais de l'ordre du 5 à 20% des cas. Ici, on peut voir aussi qu'il y a parfois quelques différences par rapport au taux de réintervention de la même manière qu'à l'hospitalisation, et qui vont favoriser un tout petit peu parfois les techniques endoscopiques et par rapport à d'autres modalités, même si c'est vrai que pour l'instant, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas vraiment des études prospectives pour nous donner une réponse à quelle technique il faut réaliser. Dans tous les cas, et c'est aussi ma pratique courante, quand on doit faire face à un patient avec une anatomie modifiée ou nécessitant d'un abord extra-anatomique par voie endoscopique, il faut toujours prendre la décision dans une équipe multidisciplinaire. Il faut tenir compte pas que des abords endoscopiques possibles, sinon aussi radiologiques et chirurgicales, bien entendu, pour décider au cas par cas finalement quel est l'abord le plus adapté, puisque finalement ce sont des décisions assez individuelles, même si dans les études on essaye quand même, comme c'est évident, de regrouper tous les patients, mais sont assez souvent des cohortes assez hétérogènes. Dont les avantages théoriques de cette technique, c'est la perméabilité de la prothèse, vu que c'est une prothèse métallique d'un calibre important, il y a moins de douleurs péropératoires et des réinterventions, et il y a aussi la notion de déconfort, puisqu'il n'y a pas de drainage externe. C'est vrai de nouveau que les résultats sur le long terme sont pas bien connus, et puisque la plupart d'études déjà, ils ont un suivi qui est très court, et en plus, malheureusement, comme ces patients ont une pathologie maligne dans la plupart des cas, les suivis n'est pas non plus très long. Ici, on peut voir que les deux techniques endoscopiques de drainage biliaire vont présenter des taux de succès et des taux aussi de complications qui sont similaires, même si dans la pratique courante aussi on voit que l'hépaticogastrostomie sur les courts termes, surtout en péropératoire, représente un défi parfois plus important d'un point de vue technique, et dont les complications qu'on peut avoir sont parfois un tout petit peu plus importantes par rapport à la cholédochronostomie. Il y a eu toute une discussion dans la littérature aussi pour décider si ça devrait être une option, une alternative thérapeutique en première ligne ou pas. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Tout simplement signaler que les effets secondaires sont un peu différents, parce qu'on n'a pas de pancréatite post-écho-endoscopie suite à la création d'une anastomose biliodigestive, comme on peut l'avoir pour les cathétérismes rétrogrades, mais par contre, on a plus de perforations et on a plus d'autres complications. Donc pour l'instant, en vrai, on n'a pas de réponse, et ce sont des techniques qu'on utilise plutôt dans un deuxième temps, et pour ces patients pour lesquels on peut envisager un drainage biliaire. Un deuxième groupe d'anastomoses sont les anastomoses digestives endoscopiques non biliaires, qui représentent en vrai tout à fait une nouvelle thématique et une nouvelle alternative pour un nombre de patients qui est de plus en plus important, puisque, comme vous allez voir, dans la plupart des cas, on n'a pas d'autres solutions, et pour ces patients qu'il y a d'autres solutions, l'alternative endoscopique a des avantages théoriques en tout cas, et qui sont significatifs. Donc il y a plusieurs types d'anastomoses qu'on peut éventuellement proposer dans des indications qui sont, comme j'ai déjà dit, assez variées. La dérivation gastro-jejunale endoscopique, c'est une technique très récente qui est en train de s'étudier dans la plupart des centres qui la réalisent dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, et depuis très peu de temps, depuis 5 à 10 ans. Et elle consiste à la création d'une anastomose avec une prothèse qu'on appelle d'apposition luminale. Donc c'est une nouvelle catégorie de prothèses dont on dispose, et qui permet pas que tout simplement de créer ces passages, sinon aussi de raccourcir l'espace entre l'estomac cette fois-ci et le jéjunum, pour créer cette anastomose qui est pérenne, et même après l'ablation de la prothèse, c'est une anastomose qui est faite et qui est persistante dans les temps. Et normalement, dans la plupart des cas, quand on va réaliser une anastomose, de toute façon, on laisse la prothèse en place, bien entendu, parce que dans la plupart des cas, ce sont des indications palliatives. Le taux de succès, même si c'est une technique qui commence depuis pas longtemps, dont dans la littérature, les études sont dans des centres experts, pour des patients bien ciblés, des séries rétrospectives, mais c'est quand même assez élevé, de l'ordre de plus de 80%. Et il y a des avantages théoriques qui sont très importants par rapport à la prothèse duodénale, donc pas d'occlusion de la prothèse par la tumeur, puisque normalement on est à distance de la tumeur. Normalement, il n'y a pas de risque d'occlusion biliaire. On a tous vu des chocs septiques suite à la mise en place d'une prothèse duodénale par rapport à la compression biliaire. Et en plus, ça permet éventuellement de bypasser des patients qui ont des sténoses multi-étagées, très longues, ou qui arrivent jusqu'à l'angle des traces, pour lesquels jusqu'à présent on n'avait quasiment pas de solution.
Et donc là, c'est une courte vidéo d'une anastomose gastro-régionale qu'on fait à l'aide d'un équandoscope. Il y a bien entendu des modalités très diverses pour la création de cette anastomose, mais globalement, les principes, c'est les mêmes. C'est d'identifier la première ange régionale qu'on essaye de dilater, ici dans la vidéo. Ici, c'est les cathéters, comme on peut voir à droite, du système de la position luminale, qui permet à la fois de perforer et de déployer la prothèse. Donc c'est un système one-shot qui permet de faire à la fois tous les étapes de la perforation et la mise en place de la prothèse. Ici on peut voir les largages de la collerette distale et la collerette proximale finalement en vision endoscopique pour finalement complètement finir la procédure après une vingtaine, une trentaine de minutes. Donc tout c'est fait par voie endoscopique, mais comme vous l'avez vu, ça nécessite cette technique, et pas que cette technique, sinon toutes les techniques de drainage anatomique, des compétences aussi en endoscopie interventionnelle biliopancratique, notamment en CPRE, des cathétérismes rétrogrades, et après, bien sûr, un diagnostic préalable de l'anatomie de chaque patient et une décision multidisciplinaire pour décider à quel endroit et de quelle manière s'est fait cette anastomose dans ces cas-là, et par quelle voie, si c'est endoscopique, chirurgical ou autre. Nous, dans notre expérience, on a fait quasiment une trentaine de cas, les deux dernières années, avec un taux de succès technique qui est de l'ordre de 89%. Ici, vous voyez une vision endoscopique d'une anastomose gastro-régionale. Après, et ce qui est quand même le plus important, c'est les taux de succès cliniques. C'est parfois un peu difficile d'analyser parce que certains patients ont déjà une situation oncologique qui est grave, qui ont une anorexie suite à la chimiothérapie, à l'état du patient. Donc ça va difficulter un tout petit peu les bilans ou l'évaluation de cette anastomose. Mais dans la plupart des cas, ils vont tolérer un régime solide 48 heures après la procédure. Et donc on s'attend en plus à une amélioration clinique et nutritionnelle qui fait qu'ils vont mieux supporter une chimiothérapie ou un traitement ultérieur. Et les taux de réintervention, il est minime. Dans notre expérience, pour l'instant, on n'a pas eu besoin de réintervenir avec des complications qui sont très rares, de l'ordre de 7% des cas, mais sont assez souvent des hémorragies au niveau de la paroi gastrique, comme des ulcérations qu'on peut traiter plus ou moins facilement par endoscopie. Donc ici, vous voyez les indications avec les avantages de la technique anastomotique par rapport à la prothèse duodénale qu'on connaît et qui reste pour l'instant la première ligne pour ces patients avec une occlusion digestive d'origine tumorale. Donc probablement dans le futur, pour l'instant c'est encore en évaluation, mais probablement dans le futur, et nous on a une étude randomisée justement avec l'hôpital Beaujon aussi à ces propos, ça va devenir une technique à proposer pour ces patients qui ont une altération du bilan hépatique déjà, ou une prothèse duodénale en place qui dysfonctionne, ou des sténoses qui sont très longues, multi-étagées ou au-delà de l'angle d'étreinte. Et probablement la prothèse duodénale, ça va rester pour ces patients qui ont une espérance de vie moins importante, ou qui n'ont pas d'occlusion biliaire, ou des sténoses très courtes. Après, une autre situation tout à fait différente, donc par rapport à le premier scénario qu'on voyait, que c'est la chirurgie bariatrique, c'est les patients qui ont un bypass et qui nécessitent une exploration de l'estomac exclu ou de la voie biliaire, et pour des indications diverses, parce qu'il y a une lithiase de la voie biliaire principale. Et on a vu très récemment, la semaine dernière, une fuite biliaire suite à une cholécystectomie chez un patient aux antécédents des bypass gastriques, ou tout simplement, on a eu aussi des cas où il y a une suspicion de cancer gastrique dans l'estomac exclu, donc il nécessite dans tous les cas un accès à la poche gastrique exclue. Là, il y a des possibilités qui sont très variées, et donc nous on voit au cas par cas pour voir quelles solutions on peut proposer à chaque patient, donc des solutions chirurgicales et des solutions aussi endoscopiques. Pour ces patients, on va voir après l'algorithme que nous on utilise, mais pour ces patients pour lesquels on propose une solution endoscopique, on a la possibilité de réaliser une technique qui s'est faite en 2 temps, dans la plupart des cas, dont la création d'une anastomose gastro-gastrique, ici vous la voyez ici la prothèse, entre l'estomac restant et l'estomac et la poche exclue. Maintenant, on est en train de comprendre beaucoup mieux à quel endroit il faut créer cette anastomose pour que ça soit fonctionnel et pouvoir passer dans un deuxième temps avec l'endoscope, parce que de plus en plus, on essaie de réfléchir sur les moyens long terme, et pas que au succès technique de l'intervention, sinon de voir et prédire si par la suite on va pouvoir franchir cette anastomose et faire les gestes ultérieurs, ce qui est quand même le plus important. Et après par la suite on peut réaliser une CPRE standard en cathétérisme rétrograde à travers de cette anastomose qui, dans un 3e temps, elle peut se fermer. Donc on enlève la prothèse gastro-gastrique et dans la plupart des cas elle se ferme tout seul avec un taux de fistule dans la littérature de moins de 10% des cas. C'est vrai que parfois, surtout quand on fait l'anastomose au niveau jéjuno-gastrique, ou quand on a dilaté, ou on pense que l'anastomose elle est à côté aussi, l'anastomose endoscopique elle est à côté de l'anastomose chirurgicale de la lignée d'agrafe, parfois on ferme l'anastomose gastro-gastrique pour être sûr qu'il n'y aura pas de fistules post-endoscopiques, mais en vrai dans la littérature, il y a quand même un taux de fistule qui est de moins de 10%.
Comme j'ai dit auparavant, et pour les patients qui ont une lithiase typiquement de la voie biliaire principale avec un bypass, il y a des solutions qui sont très variées, et dont l'entéroscopie, qui existe toujours et qui est une possibilité, surtout pour ces patients pour lesquels on connaît très bien la longueur des lances biliopancréatiques, où on sait déjà qu'ils ont eu des interventions auparavant, ou que les gestes présumés, il est simple, parce que même si on arrive à accéder à la voie biliaire ou à la papille, pour nous, techniquement, parfois, c'est difficile de traiter ou de faire les bilans imaginons, une sténose biliaire, un empyrêmon cholédocien ou une technique qu'on présume qui va être très longue. Par contre, quand on ne connaît pas très bien la chirurgie, l'anatomie post-chirurgicale, où on pense que ça va être une technique qui nécessite de plusieurs interventions ou qui va être très longue, notamment une fistule post-cholestectomie ou une sténose indéterminée de la voie biliaire. Parfois, on peut proposer la gastrogastrostomie, ce qui permet d'y accéder plusieurs fois. Et aussi, bien entendu, quand les patients vont bénéficier d'une cholécystectomie, il y a aussi la possibilité, ou même pas s'il y a des cholécystectomies aussi, mais bon, surtout pour ces patients qui vont avoir une chirurgie, on a la possibilité de faire une CPRE péropératoire lors de la technique chirurgicale de la cholécystectomie. Après, je suis en train de finir. Bon, il a été décrit dans la littérature aussi d'autres techniques pancréatiques, mais qui sont vraiment pour l'instant anecdotiques et pour lesquelles il y a quasiment très peu de données dans la littérature, dont la virsungo-gastrostomie, qui a pour l'instant une place extrêmement réduite dans la prise en charge de certains patients avec des ruptures canalaires, qui ne peut pas, bien entendu, bénéficier d'un traitement chirurgical. Puisque les résultats pour l'instant de la virsungo-gastrostomie par voie endoscopique ne sont pas vraiment très encourageants dans les séries qui ont été publiées. Et pour finir, on peut dire que ces techniques finalement assez souvent sont hybrides. C'est vrai qu'on est en train d'avancer dans la prise en charge de ces patients pour pas vraiment discuter d'une technique purement endoscopique ou purement chirurgicale ou radiologique. On fait de plus en plus des traitements combinés. Ça, c'est une technique de nécrosectomie par voie rétropéritonéale, où on voit qu'on combine une technique de kystogastrostomie et d'abord rétropéritonéale par voie chirurgicale. Et ces patients, ils avaient une nécrose pancréatique très importante. Ils ont fait un drainage radiologique par voie rétropéritonéale. Nous, on a mis en stent une prothèse œsophagène et on a guidé la technique de nécrosectomie par voie endoscopique. Et les chirurgiens, avec des clans, on a réussi finalement à complètement nettoyer toute la nécrose sans avoir besoin d'une technique purement endoscopique ni purement chirurgicale, dont on a entre guillemets les bénéfices de plusieurs modalités. Et finalement, de la même manière que pour d'autres techniques, ça va, je pense, être une des alternatives plus importantes dans le futur. Donc les conclusions, c'est que les drainages anatomiques sous échoendoscopie sont une alternative efficace pour les traitements de l'occlusion biliaire ou digestive haute, surtout d'origine tumorale, parce que c'est l'indication pour laquelle il y a plus de données. L'hépaticogastrostomie, la colodocodonostomie par voie endoscopique, même si dans la plupart des cas ne sont pas une indication en première ligne, mais ils ont quand même un taux de succès clinique supérieur à 80%. Après, bien entendu, comme ça a été déjà décrit pour d'autres techniques, c'est très opérateur dépendant. Et voilà, donc, mais devant être considérés dans l'algorithme de ces patients. La dérivation gastro-œsophagénale endoscopique, c'est l'anastomose non biliaire la plus importante, qui sera prochainement les traitements probablement, peut-être pas des premières lignes, mais à considérer dans un nombre de malades très important, surtout pour les cancers du pancréas compliqués d'une sténose duodénale. Et globalement, l'échoendoscopie thérapeutique représente une nouvelle alternative pour tous ces patients qui ont un bypass gastrique nécessitant d'un drainage biliaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Enrique d'avoir montré encore cette piste extraordinaire. Quand j'ai vu il y a quelques années qu'on pouvait faire des anastomoses bilio-digestives en passant par le lobe gauche, j'avais trouvé ça le concept absolument intéressant, mais on a déjà progressé. Et peut-être juste un commentaire avant les questions. Bien sûr, c'était pas mature, il va falloir attendre les résultats avec les endpoints cliniques, mais on voit toutes les perspectives et on voit, parce qu'on en discutait tout à l'heure, que on a des métiers qui se rapprochent entre la chirurgie mini-invasive, la radiologie interventionnelle, l'endoscopie interventionnelle, et que c'est très important qu'il y ait une convergence, que les gens travaillent ensemble et qu'on ait les meilleurs et qu'on puisse dégager les meilleures indications, comme le travail que fait Gérard Morvan sur l'interventionnel à l'Académie de médecine, pour bien comprendre les métiers de chacun et surtout comment on peut faire pour faire mieux. Voilà. Oui, juste pour aller un peu plus loin dans ton intervention, en effet, je crois qu'on partage effectivement cette même philosophie, cette même vision d'avenir. Et d'ailleurs, ce que vous venez de dire aujourd'hui, par rapport à la dernière séance qui a eu lieu en biacadémique sur l'endoscopie digestive interventionnelle,
on retrouve quelque chose qui commence à être une culture commune de partage, d'hybridité, d'échange, qui fait qu'au lieu d'être dans des zones d'éventuels conflits de territoire, on puisse au contraire travailler ensemble. Et c'est une des raisons qui fait que nous voulons, notre compagnie veut éventuellement assez vite faire évoluer même notre intitulé, Académie nationale de chirurgie et des techniques opératoires innovantes. Ça veut dire que nous accepterons et nous voulons de plus en plus accepter des non-chirurgiens de formation initiale comme opérateurs, au même titre que les chirurgiens, c'est-à-dire les médecins interventionnels. Donc votre place au sein de notre assemblée sera tout à fait possible et légitime. Voilà. C'est un message formidable. Des questions avant de conclure? Oui, j'ai une question. Oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Alors, Richard, simplement pour dire que d'ailleurs, l'Académie de chirurgie est déjà ouverte depuis 5-6 ans à des non-chirurgiens, entre guillemets. Et la question que je voulais poser, c'était à propos des prothèses, des anastomoses et des stents anastomotiques. Quels sont les délais les plus longs chez les malades qui ne sont pas cancéreux, bien sûr, que vous avez pu constater, et quelles sont les éventuelles complications d'obstruction de ces prothèses? Oui, bon, en vrai, dans la plupart des cas, les prothèses d'apposition luminale, donc si on parle des prothèses d'apposition luminale pour la création d'anastomoses digestives, vont se faire dans la plupart des cas à titre palliatif, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'avoir une évaluation sur les longs termes. Et quand il y a des patients avec une indication qui n'est pas palliative, dont les patients qui ont un bypass, on va la retirer, puisque laisser une fistule gastro-gastrique, forcément, ça va pas lui faire du bien. Après, en vrai, dans les suivis qu'on a, que parfois c'est jusqu'à 1 an, 1 année et demie pour certains patients avec une anastomose gastro-jejunale, à l'heure actuelle, il n'y a quasiment pas de complications sur les longs termes. Les complications qu'on doit faire face, c'est surtout péropératoire, donc c'est pendant l'intervention. C'est notamment la perforation digestive. Après, maintenant, la notion et la définition des complications, c'est en train d'évoluer énormément, parce qu'en vrai, pour la réalisation d'une anastomose, nous, on va perforer l'estomac. Donc parfois, ils nous demandent, dans la salle, en gastroentérologie, ils nous demandent, est-ce que vous avez eu une perforation? On dit, bah, oui, forcément, parce que sinon, on ne peut pas faire la technique. Après, la question, c'est est-ce que cette perforation a entraîné un pneumopéritoine, ou a entraîné une péritonite biliaire, ou a entraîné un problème clinique par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'évolution que nous, on est en train d'avoir pour la définition même des complications, et même dans la littérature, on voit encore des études d'anastomose où ils considèrent la perforation comme une complication, sauf que s'il n'y a pas de conséquences cliniques, bon, bah, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc voilà, je dirais que les complications sont surtout péropératoires, et parfois on voit l'hémorragie, surtout pour ces patients qui ont une anticoagulation et qui font, par rapport au frottement de la prothèse dans la paroi gastrique ou dans la paroi digestive, une petite ulcération autour. Et donc en vrai, nous, les reprises ou les réinterventions qu'on a dû faire, c'est par rapport justement à ça. On ne voit pas des réinterventions pour un problème tumoral dans l'anastomose gastro-jejunale. Et après, par contre, en ce qui concerne les dérivations biliodigestives, donc la colodocodonostomie particulièrement, on a les problèmes de l'angiocolite des reflux. Et donc sur les courts termes, c'est une anastomose qui fonctionne très bien, mais par contre sur les moyens long termes, surtout pour ces patients qui ont une sténose duodénale associée, ils vont avoir un reflux alimentaire dans la voie biliaire principale, et c'est une prothèse qui n'a pas un mécanisme anti-reflux en vrai, et donc ça va empêcher une chimiothérapie ou un traitement ultérieur, et c'est une complication, une difficulté qu'on doit faire face assez souvent pour les dérivations biliodigestives. Oui, pour compléter la question de François Richard, quel est le calibre de vos prothèses? Et pour faire une réflexion sur ce que vous venez de dire, il faut qu'on se comprenne entre nous. Et donc il faut que les complications que vous avez soient exprimées comme les chirurgiens. C'est-à-dire qu'il y a une complication qui s'appelle tout à fait. La classification de Clavien. Effectivement. Et comme ça, on pourra comparer. Donc pour le calibre de oui, donc bon, je partage complètement ce qui a été dit. C'est vrai que moi, je ne ferai jamais une anastomose comme une dérivation gastro-jejunale si l'équipe de chirurgie de mon hôpital n'est pas au courant, et ils sont derrière s'il y a une éventualité, une complication. Ça, pour moi, c'est même pas envisageable. Et parce qu'après, depuis tout le début, c'est une décision qui est prise de manière collégiale. Donc ça, c'est les points de départ pour tous nos patients qui vont avoir une dérivation biliodigestive ou extra-anatomique. Après, en ce qui concerne les calibres, nous, assez souvent, on pense de manière technique, bien évidemment, un calibre les plus importants, ça
permettre une alimentation les plus adaptée. Et c'est important à considérer que ces prothèses ont assez souvent un trajet complètement verticalisé. Donc ça veut dire que tout le diamètre de la prothèse, il est efficace. Pas comme la prothèse duodenale, que parfois on évalue les diamètres de la prothèse, mais en fait elle est toujours un peu angulée, comprimée par la tumeur, donc les diamètres efficaces, il est moindre, il est beaucoup moins important. Donc là, les 2 cm, que c'est normalement 2 cm de diamètre d'une prothèse de la position luminale, sont vraiment 2 cm de passage alimentaire. Après, comme je l'ai déjà dit, parfois j'ai fait une évaluation au cas par cas, parce qu'il y a des patients qui ont une anorexie par rapport à la chimiothérapie qui est très importante, et que je sais qu'ils ne vont pas manger énormément ou par rapport à l'espérance de vie, ils ne vont pas non plus avoir un régime solide tous les jours, 3 fois par jour. Donc à ces moments-là, peut-être que je vais envisager une prothèse un peu plus petite parce que parfois, techniquement, c'est plus simple de mettre en place. Donc, quel est le coût de ces prothèses? Oui, pour l'instant, c'est une prothèse qui n'a pas les marquages CE, entre guillemets, la plupart de ces prothèses pour les techniques anastomotiques non biliaires. Et donc, ça, c'est une des difficultés qu'on doit faire face. Ça évolue la technique beaucoup plus rapidement par rapport au remboursement et à d'autres techniques. Mais c'est de l'ordre de 1000 € environ, ça dépend de quelle prothèse. Mais... Je crois que Gérard avait une question. Dans votre activité mixte, quel est le pourcentage à peu près de travail en double équipe avec des radiologues interventionnels ou des chirurgiens sous forme de celluloscopie? C'est très important. Nous, en vrai, on a 2 salles d'endoscopie interventionnelle. Il y a une salle qui est hybride et qui est dédiée à la chirurgie, à un bloc opératoire et en plus à la radiologie interventionnelle et à l'endoscopie. C'est une salle qui a été décidée. Vous travaillez en double équipe avec des radiologues ou des chirurgiens dans combien de temps? Toutes les semaines, une fois ou 2 par semaine ou une fois par semaine. Donc dans mon cas, c'est très fréquent, pas que pour des techniques extra-anatomiques, surtout pour des techniques de nécrosectomie. On fait énormément dans notre hôpital aussi des cholangioscopies percutanées et parois percutanées. Donc ça se fait dans un seul temps, parce qu'en plus maintenant il y a des outils et des endoscopes, et notamment pour la cholangioscopie percutanée, qui ne sont pas vraiment dédiés ni à l'endoscopie, ni à la radiologie, ni à la chirurgie. Ils sont un peu des dispositifs qui sont dédiés aux patients. Et donc en vrai, il y a des opérateurs de disciplines différentes qui pourraient les utiliser. Donc nous, on les fait en commun avec les radiologues. Et après, il y a énormément de drainage biliaire qu'on décide au préalable, des techniques combinées, qu'on ne fait pas dans les mêmes salles les mêmes jours, mais qu'on décide typiquement des cholangiocarcinomes, de faire un drainage hybride par voie radiologique et par voie endoscopique. Une dernière petite question. La combinaison avec un abord laparoscopique, est-ce que vous faites ça avec un chirurgien? Oui, maintenant actuellement, ça c'est surtout, on l'a fait pour les bypass, pour les patients qui ont un bypass, donc CPRE pour ces patients qui ont une anatomie modifiée, et surtout parfois pour les anastomoses chirurgicales et sogéjunales, pour lesquelles nous on a vraiment du mal à accéder. Oui, effectivement, là on a vraiment du mal à accéder à la voie biliaire principale. On peut imaginer par voie laparoscopique on puisse... typiquement, les mois derniers, on avait un patient avec une anastomose sogéjunale qui avait à la fois une lithiase de la voie biliaire et des calculs dans la vésicule biliaire. Donc en même temps qu'on a eu la cholecystectomie, on a fait une cholangioscopie transcystique. Et ça, c'était au bloc opératoire avec les chirurgiens et à travers d'un trocar chirurgical. Donc, dernière question. Non, c'est pour vous. Ah, d'accord. Par rapport à cette prothèse, comment êtes-vous sûr d'obtenir une étanchéité sur la durée? Parce que les tissus sont quand même des tissus qui sont altérés. Comment êtes-vous sûr de cela? Oui, c'est vrai que les prothèses de la position luminale, surtout les prothèses de la position luminale des grandes tailles, sont tout à fait une nouvelle catégorie de prothèses pour lesquelles on n'a pas beaucoup de données en termes de long terme, de son efficacité sur le long terme. Mais en vrai, comme les caractéristiques techniques sont hier, puisque la force radiale elle est beaucoup plus importante déjà, dans la plupart des cas tumorales, puisque dans les cholédoques on est à distance de la tumeur et la prothèse gastro-régionale on est bien à distance aussi de la tumeur, donc on peut imaginer que s'il y a un envahissement hyperplasique par rapport au tissu gastrique, mais pas vraiment tumoral, c'est qu'il nous laisse déjà comme une bonne partie des patients qui ne vont pas avoir une occlusion. Donc dans mon expérience, en tous les cas, c'est rarissime ou pas fréquente. Peut-être que sur une cinquantaine de cas, on a eu 1 ou 2 cas où il y avait un peu d'envahissement de la prothèse par rapport au tissu. Mais c'est
Voilà. Jacques Belghetti et des intervenants aujourd'hui, je voudrais vous remercier de l'invitation. On a voulu faire un chemin donc de radiologie et d'endoscopie interventionnelle en commençant par des procédures bien connues, l'embolisation portale, mais l'embolisation portale plus avec la déprivation veineuse. On a abordé les nouveaux concepts en radiologie interventionnelle avec l'ablation pas sans limite mais presque sans frontières que nous a présenté Olivier. Et puis on a exploré avec Frédéric et Enrique l'endoscopie interventionnelle qui bien sûr est plus jeune mais on voit toutes les potentialités et je crois que ça c'est un message très important que je renouvelle. On a bien sûr, ça demande d'avoir des équipes très entraînées, des équipes académiques pour montrer les résultats et vous avez été nombreux à parler des résultats à long terme parce que c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui et surtout en termes de survie, de confort, de complications. On a dépassé le stade succès technique pour vraiment arriver sur, je dirais, des élaborations. Donc, merci beaucoup et j'espère que cette séance vous a plu. Encore une fois, bienvenue à l'Académie nationale de chirurgie. Merci beaucoup.